Bonjour à tous et bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur Média TV et voici notre sommaire pour aujourd'hui. Alors nous parlerons pour commencer d'un mal souvent mal connu, sous-estimé et qui touche pourtant la qualité de vie, les TOC ou troubles obsessionnels compulsifs. Par la suite, un sujet que les plus jeunes des enfants n'aiment pas forcément. Quoi penser des cahiers de vacances et des révisions pendant les vacances d'été? Et puis ensuite, on vous propose d'essayer les jeux de réalité virtuelle. Et pour finir, demander plusieurs avis médicaux, est-ce que c'est sain ou pas? Là aussi, on posera la question à une professionnelle. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes ensemble sur Média TV et pour On se dit tout, on y va. Merci à vous d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. C'est un plaisir pour moi de recevoir mes invités qui ont accepté aujourd'hui de faire l'émission avec moi. Commencez par vous, docteur Ismaili Nadia. Merci beaucoup d'être là, professeur. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes professeur de dermatologie à la faculté de médecine de Rabat et vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des médecins. Et nous parlerons avec vous de ce qu'on appelle le vagabondage médical, c'est-à-dire aller d'un médecin à un autre pour avoir ou confirmer un avis. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que c'est sain ou pas? Est-ce que ça ne retarde pas la prise en charge? Eh bien, justement, malheureusement, c'est une pratique assez récurrente dans notre environnement maghrébin. On essaiera de comprendre avec vous pourquoi. Et puis, on parlera des carnets, des cahiers de vacances, des révisions pendant les vacances d'été. 2 mois, voire plus. 2 mois, mois de vacances. À ne rien faire, est-ce que c'est envisageable ou pas? Est-ce que c'est sain ou pas là aussi? Et qu'est-ce qu'il faut penser des révisions pendant ces vacances d'été qui approchent à grands pas? Eh bien, c'est avec vous, Madame Zahem. Vous êtes directrice pédagogique et coach scolaire et familial. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, le docteur Benjeloun. Merci beaucoup, docteur. Vous êtes médecin psychiatre. Et avec vous, les troubles obsessionnels compulsifs. C'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur parce que vous dites qu'il y a beaucoup de souffrance autour de cette maladie et pourtant très peu connues et parfois dans notre société on a l'impression que ce sont des choses normales, trop de tawil alors que ça peut être compulsif, des croyances, enfin voilà, toutes ces choses-là qui peuvent un petit peu être diluées dans la culture maghrébine. On en parlera avec vous dans un petit moment. Merci en tout cas à tous d'être là et sans plus tarder justement, on s'occupe de ces troubles obsessionnels compulsifs. Alors, on les appelle également les TOC, Dr Benjeloun. De quoi s'agit-il exactement? Notre équipe a réalisé justement un montage pour expliquer de façon simplifiée ce que c'est. On regarde et on revient. Vérifier si ses mains sont bien lavées, si ses livres sont bien alignés ou si sa porte est bien fermée à clé sont apparemment des gestes normaux. Mais si l'idée d'arrêter de répéter ces actions s'assimilait à perdre sa propre vie? Nous parlons alors de troubles obsessionnels compulsifs, connus sous l'abréviation TOC. Mais qu'est-ce que c'est des TOC? Les troubles obsessionnels compulsifs sont des troubles anxieux pouvant apparaître dès l'âge de 7 ans qui sont causés par un ensemble de facteurs biologiques, génétiques et environnementaux. Les TOC se caractérisent par le fait que les idées sont des obsessions et les comportements sont des compulsions. Ils sont répétitifs et gênants. L'individu en est conscient, mais il ne peut pas les contrôler. Les obsessions sont des pensées envahissantes qui génèrent des peurs de contamination et des angoisses de perfection. Et les compulsions sont des envies irrépressibles de réaliser des gestes répétitifs comme se laver les mains ou des actes mentaux comme compter ou réciter intérieurement une phrase. Il nous est tous facile de se reconnaître dans ces comportements, mais les vrais TOC sont invalidants. Ils font perdre beaucoup de temps et peuvent perturber la vie professionnelle et sociale avec des conséquences physiques et psychiques importantes. Seul un spécialiste de la santé peut les détecter. Il est recommandé de les diagnostiquer pour pouvoir les traiter et mieux les contrôler. Alors justement, on en parle avec vous en détail, docteur. Ça vous va comme présentation globale? Grand chapeau, très large? Merci pour celle ou celui qui l'a mis en scène. Mais il y a des choses à ramener en détail, en correction, etc. Je pense que c'est important d'évoquer pourquoi ce sujet me paraît important. Les troubles obsessionnels compulsifs, généralement, souvent et longtemps, évoluent à bas bruit, dans le silence et la solitude. Et lorsque ces TOC s'expriment, ils s'expriment en éruption presque volcanique. Okay.
Et le sujet se trouve très souvent dans un état de sidération, de perplexité, paralysé, désemparé, dans l'impuissance, il ne sait pas ce que c'est, et l'entourage est en face dans cette forme d'impuissance affolée. Alors que, pourquoi autant de souffrance et autant de temps perdu, et pourquoi autant de temps en faveur d'assombrir son pronostic évolutif? Ça veut dire que ces TOC font parler d'eux avant de devenir vraiment des TOC visibles? C'est parce que, pour comprendre ce que c'est que le TOC, c'est une peur sans objet. C'est-à-dire, si on doit mettre dans le jingle une musique, on fera une musique d'armée militaire. C'est vraiment une invasion, une intrusion, une colonisation à degré progressif ou rapide de la vie psychique. On devient emprisonné dans ses idées, dans ses pensées, dans ses images. Alors l'angoisse et l'anxiété? L'angoisse et l'anxiété, c'est par la soumission à ces obsessions qui nous mettent dans une forme de résistance, dans une forme de lutte. La lutte ne se fait pas sans anxiété. On essaie de les freiner, de les contrôler, de s'en débarrasser. Malheureusement, elles sont contraignantes, elles s'imposent, elles sont répétitives, incoercibles. On ne peut pas s'en extirper, on ne peut pas s'en échapper. Mais alors pourquoi, par exemple, désolé de vous poser la question aussi rapidement, mais c'est parce que justement le temps court. Quand on a une personne qui a des troubles anxieux, on traite l'anxiété, mais on ne traite pas les TOC. On traite l'anxiété, le trouble anxieux. Non, les TOC mériteraient un diagnostic rapide dans leur début, et surtout les formes c'est-à-dire peu sévères. C'est-à-dire le TOC, il doit être une quête dans l'interrogatoire clinique devant tout problème anxieux, parce que c'est l'anxiété la plus structurée et la plus grave. Mais il ne faut pas non plus la dramatiser. C'est-à-dire, on pense que les TOC sont invalidants, c'est vrai, que la problématique des TOC, c'est l'handicap social à des degrés variables. Ça passe de l'apragmatisme au retrait, à la clinophilie, à l'abandon social, mais dans la majorité des cas quand même, et c'est important pour les citoyens le sachent, parce que quand on est envahi par les obsessions, les gens ils pensent c'est djinn, c'est drabnichi djinn, c'est-à-dire les gens ils vont dans l'esprit mystique. Des fois on a honte d'en parler, ça fait tabou. Ils vont me prendre pour un dingue, ils vont me prendre pour un fou, parce que la personne est consciente de ce qui se passe. TOC, c'est 5 paramètres dans l'équation, c'est-à-dire l'obsession, la compulsion, la lutte, la résistance, et ces 3 éléments sont très très importants, c'est-à-dire dans la vie de celui qui est assiégé. Parce que TOC, c'est-à-dire l'obsession en grec, ça veut dire obsidaire, ça veut dire être assiégé. On ne peut pas s'en passer. Alors ça nous amène à vivre ça dans la soumission. Et plus on laisse évoluer ces TOC, surtout dans leur évolution progressive, plus elles s'installent, plus elles mettent le sujet dans un conditionnement qui fait qu'il y ait un ancrage. Mais vous savez, le problème aussi peut-être, docteur, et corrigez-moi si je me trompe, c'est culturellement, parfois, ce qu'on appelle déjà l'ouswes, l'ouswes c'est un trouble obsessionnel compulsif. C'est parfois presque valorisé en termes d'hygiène. Par exemple, on dit « Ah, il y a moussoussa ». Elle est vraiment méticuleuse, alors que c'est borderline. Avec la maladie, avec la pathologie. Ça peut être la pathologie. Oui, ça peut être la pathologie. Et là, c'est pour ça qu'il faut parler des groupes. Parce que dans les TOC, on ne va pas faire un cours académique, mais sûr, grosso modo, il y a le groupe des laveurs, il y a le groupe des vérificateurs, il y a les obsessions impulsives, et il y a ce qu'on appelle le syndrome de l'hunter primaire. C'est-à-dire le laveur, celui qui a l'obsession de la saleté, du microbe, du contact, de la relation. Il est donc dans le nettoyage, dans le lavage, dans la vérification. Il y a le TOC, par exemple, vérificateur, c'est plutôt des TOC où l'obsession est purement idéative, avec des ruminations, c'est-à-dire mentales, avec la personne qui est assiégée par des idées mystiques, des questionnements mystiques, etc. Je me rappelle d'un prêtre, il a passé son temps à tourner en boucle. Dieu existe, qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce que c'est que la mort, et est-ce qu'il existe vraiment, ou bien, par exemple, ce qu'on appelle les obsessions impulsives, c'est-à-dire ce sont des gens qui craignent l'idée de passer à l'acte. Ça peut aller du ridicule
au répréhensible. Et ça les met dans des situations compulsives de comptage, de vérification. De vérification, de se toucher. Est-ce que je vais... Mais voilà, quand on arrive chez vous, c'est au bout de combien de temps de souffrance, en fait? En réalité, c'est pour ça que j'ai souhaité établir un sujet. En France, je n'ai pas eu la même complexité qu'ici au Maroc. Depuis que j'y suis, depuis 2 ans et demi, tous les patients qui souffrent réellement du trouble obsessionnel compulsif, eh bien, ce sont des gens qui viennent dans des états, mais vraiment avancés. Parce que les TOC, ça s'améliore. Et ça se stabilise dans 66 à 70%. Ça s'aggrave dans les 33%. Et il y a des indicateurs prédictifs du mauvais pronostic, dont le retard de début de traitement et la latence qu'on laisse dans l'évolution sauvage et spontanée jusqu'à ce que la personne... On peut même parler de contamination ou d'un envahissement paralysant le sujet parce qu'il n'arrête pas, par exemple, dans les échelles d'évaluation de bonne évolution, parmi les critères, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on a l'obsession, la compulsion d'aller vérifier. Il y a des gens avant de... D'aller vérifier la porte, par exemple. Il y a des gens qui peuvent mettre 1h15. Aller, revenir, voilà. Aller, revenir. Donc, on va essayer de travailler un petit peu le comportement de cet obsédé pour... Mais pourquoi les gens tardent autant à venir consulter? C'est pour ça que j'aimerais bien en parler, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir des obsessions. Deuxièmement, la personne n'est pas qualifiée de fou ou folle. C'est quelque chose qui est tout à fait... Moi, j'appelle ça un logiciel parasité, un virus dans la pensée psychique, dont on peut se mettre à l'écart ou du moins s'autoriser à vivre dans une vie sociale, affective, quasi normale. Mais on peut parler de l'évolution, on peut parler du traitement, on peut parler de tout ça s'il y a besoin. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais je vous pose cette question. Est-ce que c'est important de savoir pourquoi? Pourquoi on a développé un TOC? Est-ce que ça fait partie de la prise en charge ou pas? C'est important de... Là, on parle de l'éthiopathogénie. Et dans l'éthiopathogénie, c'est très compliqué. On n'a pas de cause précise de dire pourquoi je fais un TOC. Mais par contre, je peux accéder à comprendre qu'est-ce qui m'a mis dans cette situation défensive et de m'en libérer dans certaines situations. D'accord? Mais ce qui est intéressant dans l'éthiopathogénie, même si la génétique n'explique pas, le comportementaliste ou le comportementalisme n'explique pas, le cognitif également. Maintenant, ce qui est intéressant à dire aux spectateurs, et là c'est intéressant, c'est-à-dire le développement de la neuroscience, avec ce qu'on appelle la neuroimagerie fonctionnelle. Je vais simplifier. On a des tests cliniques sur des personnes chez qui on peut provoquer la souffrance obsessionnelle, directement ou par l'imaginaire. On va s'apercevoir qu'au niveau cortical, il y a une hyperactivité dans des zones ciblées. Lorsque, chez gens qui sont répondeurs à cette provocation, on donne des antidépresseurs comme les IRS et on va s'apercevoir à l'imagerie que cette hyperactivité tente à s'amender. Et donc, on a une réponse claire scientifique actuellement que les antidépresseurs, dont les IRS et la chlormipramine, font effet efficace sur le symptomatique. D'accord. Et ça, c'est très important à savoir. Alors justement, pour réduire au maximum cette douleur psychique, parce que vous dites que les gens sont véritablement en souffrance, on en a parlé avant de programmer aujourd'hui l'émission, c'est pour ça justement qu'on le fait aujourd'hui avec vous, docteur Benjeloun. Quel message vous pouvez passer à nos téléspectateurs pour réveiller les consciences et pousser à consulter, justement? Qui est supposé venir consulter? Moi, je pense que ça commence très tôt. Donc, ça commence à 7 ans jusqu'à 15 ans et après la tranche de 25-40 ans. Je pense qu'il faut vulgariser TOC, c'est-à-dire on peut avoir des idées qui nous perturbent. Il n'y a pas de mal à en parler, à en discuter. Parce que plus tôt on approche cette souffrance et cette pensée un petit peu erronée, et plus on va apporter de l'apaisement et du soulagement. Et il faut dire que le TOC, ce n'est pas invalidant. Il est invalidant dans un tiers des cas. Mais sinon, on s'en stabilise, on s'en améliore. C'est vrai, en guérir, c'est une question, parce que là, les terminologies varient entre rémission, etc., etc. Mais en tout cas, en parler, ça permettrait d'offrir le bonheur de tout citoyen dont il a droit. C'est ça. Voilà, vivre, avoir des enfants, se marier, voyager, faire de la musique, faire du théâtre, ne pas rester emprisonné et s'autoriser cet avenir sombre. Alors, c'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut que les gens se posent la question. Il n'y a pas de mal à aller voir un médecin. Est-ce que j'ai les TOC? C'est ça. Bien sûr, il y a des choses qui différencient du TOC, les diagnostics différentiels, ce qu'on appelle, nous, en jargon, diagnostic différentiel. Mais tout n'est pas TOC, mais il n'y a pas de mal à aller se renseigner. Parce que la solution existe.
elle existe amplement. C'est ça. Alors justement, professeur Ismaili, vous êtes en tant que dermatologue, est-ce que vous voyez aussi une forme... Est-ce qu'en fait, on psychosomatise, je vais y arriver, à travers la peau, des problèmes aussi lourds? Absolument. Alors, s'il y a une discipline en médecine où le psychosomatique joue un rôle très, très important, c'est bien la dermatologie. C'est ça. Et on le vit à travers de nombreuses pathologies, surtout les chroniques, surtout les plus affichantes. Je citerai par exemple le psoriasis, je citerai certaines maladies aussi affichantes, le lupus ou d'autres maladies, mais qui sont vraiment handicapantes socialement, affichantes et surtout chroniques où, même si on est très efficace, on ne peut obtenir qu'une rémission et jamais une guérison complète. C'est ça. Et donc, ce sont des maladies où on a souvent des troubles qui peuvent être très, très variables et qui peuvent aller jusqu'à des dépressions profondes. Et donc, nous, en dermatologie, surtout quand on est universitaire, on a l'habitude de prendre en charge la composante psychologique, voire psychiatrique, quand c'est un petit degré, avec la relation médecin-malade, avec de l'entretien, de la psychologie de soutien, des choses comme ça. On peut donner même des petites drogues simples, mais à un moment donné, on est obligé de travailler en étroite collaboration avec les psychiatres. C'est ça. Et on a d'autres dermatoses qui sont, elles, strictement névrotiques, comme les pathomimies, par exemple. Les pathomimies, ce sont des lésions que les malades induisent par eux-mêmes. Ce n'est pas de la psychopathie, c'est complètement différent, je parle sous le contrôle de mon confrère, donc, mais ce sont des névroses. Alors les pathomimies, par exemple, quelqu'un peut se faire, je cite un exemple comme ça, une patiente qui mettait de la colle tous les jours au même endroit, sans se laver, sans rien, jusqu'à avoir une grosse croûte sur la peau, et elle a fait le tour de plusieurs médecins qui ne savaient pas ce que c'est. Elle ne savait pas ce que c'est non plus? Non, mais elle sait ce que c'est, mais elle ne va jamais l'avouer spontanément. Il y a une honte derrière. Oui, parce que elle exprime un malaise, une souffrance. Donc la pathomimie, c'est aussi un trouble névrotique qui exprime une grande souffrance et qui peut s'exprimer par des lésions cutanées. Alors on peut mettre par exemple un produit caustique irritant tous les jours sur la peau jusqu'à s'induire une érosion, une ulcération. Et les malades, plutôt les praticiens vont patauger entre 36 000 diagnostics avant d'y penser. Mais parce que le patient a besoin d'exister à travers... Exact, c'est un signal d'alarme. C'est ça. Le malade lance un signal d'alarme. Alors si les praticiens y pensent, les dermatos y pensent, on va vite référer vers un spécialiste, un psychiatre qui va prendre les choses en main. Sinon, si on peut passer inaperçu pendant très longtemps et traiter symptomatiquement les choses. Donc au fait, voilà, en dermatologie, on a deux types de problèmes. On a les maladies psychosomatiques qui sont souvent et très souvent déclenchées ou aggravées par le stress, comme le psoriasis, c'est l'exemple type qu'on donne, ou encore ce genre de maladie névrotique où c'est de la pathomimie et où c'est le patient qui se fait ces lésions-là. Alors, rapidement, si vous permettez, docteur, je vous pose une question de nos téléspectateurs et on est obligé de... Allez-y. J'aimerais bien dire tout simplement, lorsqu'on traite un trouble obsessionnel, c'est 12-24 mois. 12-24 mois. Et des traitements très importants. Je remercie ma collègue parce qu'elle a apporté une preuve formelle que dichotomiser un être humain, ça paraît absurde. C'est ça. Nous communiquons aussi bien par le psychique que par le corps, tout le temps. 12-24 mois, c'est traitement médicamenteux et psychothérapie? 12-24 mois le traitement médicamenteux. Bien sûr, il y a des techniques de thérapie du symptôme par la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale plutôt. Et plus la psychothérapie analytique, celle-ci n'a pas de durée, c'est quelque chose qui se convient entre le thérapeute et bien sûr, il y a la psychothérapie de soutien qui dure un certain temps et qui est relativement ponctuelle. Mais le traitement apporte de bonnes réponses et la TCC apporte des réponses d'évitement de rechute dans certaines situations. C'est ça, parce qu'une fois que le traitement est arrêté, le patient a peur d'être livré à lui-même. Il peut. C'est ça. Alors, rapidement, peut-être, en oui, non, peut-on guérir complètement des TOC? Non. Non. Mais on vit avec, on peut vivre avec plus sereinement? Oui. C'est-à-dire, il y a 5 critères. C'est-à-dire, la durée des obsessions, le contrôle des obsessions, la résistance aux obsessions, l'anxiété que ça engendre et la gêne sociale. Cette échelle de cotation, au même titre que le kilo pour le poids, nous permet, lorsqu'on est à 30% d'évolution favorable, on estime qu'on peut être
adaptés à reprendre un travail, adaptés à retrouver la société, etc. Pour les formes sévères. Mais dans la majorité des cas, la vie sociale est préservée, la vie affective et amoureuse est préservée. Donc, il ne faut pas... C'est-à-dire dire tout simplement, si je dois dire ça, parler d'un démon qu'on peut apprivoiser de manière à ce qu'il soit un petit animal domestique de maison. C'est ça. Merci beaucoup, Dr Bengelloune, d'être là. Vous ne partez pas, hein, on continue l'émission. Non, je reste assis et calme. Merci beaucoup d'être là. Allez, on enchaîne cette fois-ci avec un autre sujet. Les enfants n'aiment pas parler de révision, mais en même temps, en tant que parents, on est là pour vous embêter. Voilà. On y va tout de suite. Alors, je sais que ma fille va détester cette émission d'aujourd'hui. Ça dépend de votre réponse, Mariam Zaïm. Est-ce qu'il faut réviser pendant les vacances ou pas? La réponse, en fait, dictera le câlin ou pas. Voilà. Donc, cahier de vacances, révision pendant les vacances d'été. Ils ont au moins 2 mois de vacances. On ne va pas les laisser ne rien faire. Est-ce qu'il faut les laisser se reposer pendant 2 mois? Absolument. On a rencontré des petits-enfants qui nous ont raconté avec beaucoup de sincérité, j'espère, ce qu'ils en pensent, quoi qu'ils sont assez modèles par rapport à ça. Vous allez comprendre pourquoi, on regarde. Oui, moi je révise bien pendant les vacances et je révise surtout l'histoire géo parce qu'il y a beaucoup de trucs à apprendre comme les dates, les lieux, les personnages. Si moi je ne peux pas réviser à la fin des vacances, je révise tout au début des vacances ou au milieu. Je travaille pendant les vacances, surtout à la fin. La grammaire et la compréhension, surtout l'histoire géo, car elle est la matière la plus difficile. J'ai un cahier de vacances. Pendant mes vacances, je révise beaucoup l'arabe parce que c'est une matière où il y a beaucoup d'apprentissage et ça prend plus de temps que d'autres matières. Je ne consacre pas beaucoup mon temps pour le cahier de vacances, mais vraiment pour tout ce qui est en rapport avec l'école. Je révise au début et à la fin des vacances. Avant, j'avais un cahier de vacances, ça me servait à me calmer et quand je suis punie et quand je suis énervée. J'aime beaucoup les vacances. Elle adore les vacances, c'est normal. Mais nous, ce qu'on est en train de relever pendant, c'est que les enfants disaient « on fait », mais ils ne disent pas forcément « on aime ». Oui. Voilà. Et il y a une grande nuance entre les deux. Exactement. Donc, on les fait travailler ou pas, Mariam? Alors, qu'est-ce qu'on fait? moi, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. On va les embêter. Alors, tout dépend de notre posture. Moi, tu sais, je t'embête un peu toujours avec la posture Y a pas de du parent parce que pour moi, elle est primordiale. Oui. Qu'est-ce que je veux de mon enfant? Je demande toujours aux parents 20 sur 20. de... Non, je rigole. C'est pas vrai. Non, tu rigoles pas. Non, je rigole, vraiment, je rigole. Non, en toute honnêteté Oui. et en toute transparence. Allez, un 18. Non, pas du tout. Bon, je parle de l'aînée parce que celle qui aujourd'hui, qui a un rendement scolaire, etc., Ouais. qu'elle soit sereine, qu'elle soit épanouie, qu'elle s'en sorte bien, mais voilà, qu'elle soit épanouie et heureuse. Parfait. Voilà. Ben, tu es bien consciente. Non, mais je suis surtout bien coachée. Depuis le temps quand même qu'on fait ces émissions, ça devrait au moins me servir, moi. Heureusement, exactement. Heureusement pour elle. Heureusement pour elle, c'est vrai. Alors, pour tous les autres parents, moi, j'aimerais dire que, et j'insiste à chaque fois, à chaque émission, j'insiste beaucoup sur ça, prenez le temps de choisir ce que vous voulez, de choisir votre message et de choisir votre cheval de bataille. On décide ce qu'on veut de notre enfant. Alors, pour revenir aux vacances scolaires, est-ce que je vais le faire travailler pour lui rendre service, pour l'amener à s'améliorer, ou est-ce que c'est juste pour du remplissage ou parce que comme ça il m'embête pas trop durant la journée, il a un programme et c'est fait. Et on reste sur quelque chose de bien clair. Moi j'ai envie aussi de dire quelque chose à tous les parents, c'est que l'enfant est un être, l'humain en général est un être d'apprentissage. On apprend tout le temps, tous les jours, à longueur de journée, on est en train d'apprendre. On ne peut pas arrêter notre mécanisme intérieur d'apprentissage. Donc, l'enfant, par nature, il va vers l'apprentissage. Mais quel est l'apprentissage que j'ai envie d'installer avec mon enfant? Durant les vacances scolaires, ce n'est pas fait fortuitement. Les enfants ont travaillé pendant 9
à 10 mois, c'est ça. durant donc, toute l'année. Ils ont 2 mois de break. Alors ce break-là, il est là pour être utilisé différemment. Je ne reprends pas le même modèle scolaire et je le recalque à la maison, mais je fais que cet apprentissage aille piocher ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que l'apprentissage scolaire dans la vie. L'apprentissage scolaire, on a l'école pour le faire. Oui. Mais on a tout un apprentissage de vie en parallèle à donner à nos enfants. Certes, ça demande du temps des parents, ça demande une disponibilité, ça demande de l'implication, de l'imagination, de la recherche, du temps. Ça demande beaucoup de choses des parents, mais c'est beaucoup plus sain. Si on cherche à avoir, comme tu disais, des enfants équilibrés, des enfants épanouis, il faut qu'on leur donne ce temps, il faut qu'on recourt à cette imagination à l'intérieur de nous et puis qu'on leur pose des questions, qu'on voit qu'est-ce qu'ils ont envie de développer. Alors, si vous permettez, Myriam, je pose la question là à la directrice pédagogique, parce que là, c'était la coach en vous qui parlait et qui disait toutes ces belles choses. Coach et maman. Coach et maman, c'est vrai. Mais la directrice pédagogique, est-ce qu'il faut anticiper le programme de l'année d'après ? Est-ce qu'il faut à un moment ou à un autre revoir les lacunes de l'année dernière pour pouvoir être à jour pour la rentrée? Alors, je vais t'étonner un peu. Même la directrice pédagogique, elle est beaucoup dans cet aspect-là de développement de personnalité, de développement de soft skills, de compétences, exactement, qu'on ne développe pas à l'école. Le travail, moi je le dis même au niveau des devoirs au courant de l'année, il y a des devoirs à faire, mais il y a un temps réduit parce que l'enfant passe beaucoup de temps à l'école. Il ne passe pas beaucoup de temps en dehors de l'école. Moi, je suis pour le développement des activités à l'extérieur de l'école. Donc il y a beaucoup de sorties dans votre établissement ? Oui. Beaucoup de sorties, beaucoup de sorties, beaucoup d'activités parascolaires. On fait de la cuisine, on fait de la peinture, du théâtre. On fait énormément de choses parallèles parce que ça ouvre l'esprit de l'enfant, ça l'ouvre au monde réel. Et puis, quand on termine, sincèrement, quand on termine notre cursus scolaire, est-ce qu'on est dans une vie aussi cadrée que quand on est à l'école? Est-ce qu'on continue à avoir ce rythme dans la vie professionnelle? Est-ce qu'on a le rythme de l'école? Est-ce qu'on fait pareil que l'école? Moi, maintenant, je me rends compte que l'école est presque plus compliquée que le milieu professionnel. Exactement. Plus contraignante que le milieu professionnel. Parce qu'on est encore sur une école très classique et qui n'arrive pas encore à évoluer assez rapidement et à suivre le rythme d'évolution des choses. Alors, on a des questions de parents. Pardon. On manque une pause. Oui, une petite. Juste pour rebondir sur est-ce qu'on travaille quand même un petit peu? Oui. Oui, mais intelligemment. À tout de suite, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Nous sommes toujours avec vous sur Médien TV dans 11 dit tout. On continue notre émission d'aujourd'hui. On va parler tout à l'heure du vagabondage médical. Vous en saurez un peu plus avec le professeur Ismaël et Nadia. Nous avons parlé des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, un monstre qui peut être dompté, comme disait le docteur Benjeloun, en un animal domestique. Et puis, les jeux de réalité virtuelle, à quoi ça ressemble? On va voir ça dans quelques instants. Mais pour l'heure, on termine avec vous les questions des parents. Myriam Zaim, vous êtes coach parental et scolaire. Vous êtes également directrice pédagogique. Pendant les vacances d'été, faut-il réviser ou pas? Vous étiez en train de nous dire que les enfants ont suffisamment appris de choses pendant l'année, mais que l'apprentissage pouvait se faire d'une autre manière. L'été, c'est aussi l'apprentissage de la vie et c'est aussi l'apprentissage, on va dire, moins contraignant. Mais on peut toujours apprendre d'une manière ou d'une autre. À apprendre, alors, nous avons une maman qui vous dit « Nada, mon enfant refuse de prendre des cours de langue pendant l'été. Comment l'encourager ?» Ah oui, justement, c'est la grande tendance, les vacances d'été. D'ailleurs, surtout le mois de juillet, directement après l'arrêt des classes, d'inscrire les enfants dans les cours de langue. Est-ce qu'on a l'âge de l'enfant? Non. Non. Tout dépend pourquoi on veut qu'il apprenne
une langue étrangère, quelle langue étrangère? Est-ce qu'il y a une utilité à ça? Est-ce que l'enfant voit l'utilité à ça? Au fait, chaque action qu'on va faire, chaque chose qu'on va installer pour un enfant, il faut qu'il y voit un intérêt. Si on est seul à voir cet intérêt, on aura toujours de la résistance de la part de l'enfant. Alors que si on l'intègre dans le choix d'abord et qu'il voit qu'il y a un réel intérêt pour lui, oui, pourquoi pas? Si par exemple c'est un pays où on va pour les vacances et que ça va lui faciliter de se faire des amis et de communiquer, ça va le motiver. Mais si je suis en train de lui dire tu vas apprendre une langue juste comme ça que moi j'estime qui va être intéressante pour ses études universitaires et il reste encore 15 ans pour ça, l'enfant ne verra pas l'intérêt et donc il va résister. C'est vrai. L'autre question d'Achraf qui vous dit, faut-il préconiser les révisions le matin pour avoir de meilleurs résultats? Je pense qu'il n'y a pas d'horaire. Ça dépendra de l'enfant, ça dépendra du rythme de la maison. C'est vrai que l'enfant est beaucoup plus frais le matin. Mais voilà, comment je vais installer ça? Est-ce que ça va être un rythme scolaire, une obligation tous les matins? Tu te réveilles, tu prends ton petit-déj et tu fais? Exactement. Même les vacances, tu vas te réveiller à 8h ou à 8h30 et tu vas commencer, tu as 3 heures de révision. Et oui, il y en a qui font réellement ça. Donc là, non, pour moi, ce n'est pas les vacances. Et je voudrais rajouter un petit point, c'est que l'oisivité est aussi très bonne. Dans tout ça, on met plein d'actions et plein d'activités à l'enfant, mais garder un 10, 15, 20% de son temps libre. Et l'ennui aussi. L'ennui est très formateur. Ça réveille la partie créative en nous. C'est vrai, c'est vrai. On se rend compte, par exemple, les enfants, quand ils viennent, maman, je fais quoi maintenant? Je regarde la télé. Non, tu as regardé. Et au bout on les voit tourner. Et au bout d'un moment, ils trouvent une solution. Silence, et en fait, ils se sont occupés. Exactement. C'est la meilleure façon pour qu'ils ne soient pas psychotiques. Alors, professeur Ismaïli Nadia, vous vouliez intervenir? Oui, c'est fort intéressant ce que dit Madame Zaïm. Mais là, force est de constater qu'il y a un gouffre entre les deux systèmes. Vous parlez d'un système, d'un modèle d'école privée. Et on sait très bien que ça n'a rien à voir avec le modèle public, malheureusement, où il y a une surcharge de travail. Mais même dans les écoles privées, c'est pas généralisé. On est même plus chargé maintenant dans les écoles privées. Et puis, que même dans cette approche-là, le niveau parental est primordial. Parce que si on veut être imaginatif, il faut un minimum de bagages, un minimum de quelque chose, etc., que tout le monde n'a pas. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous, professeur. C'est vrai? Oui, je vais vous dire pourquoi. C'est pour je vous laisse... Une femme âgée disait à son fils, « Mon fils, vous êtes devenus des profs, des médecins, des avocats, et vos enfants, ils ont du mal et ils rament pour avoir un diplôme. Nous, on était des analphabètes. » C'est vrai. Et on vous a fait amener à des chemins. Hein? Moi, je crois dans cette moralité d'enseignement. Il ne faut pas apprendre à l'enfant. C'est une erreur. Exact, c'est ça. Il faut apprendre à l'enfant d'apprendre. Oui, c'est exactement. Mais pour les parents, vous savez, pour moi, je pense, pourquoi je me suis permise de ne pas être d'accord avec vous, parce que justement, en faisant référence à toute cette génération de Marocains dont les parents étaient analphabètes, et où la transmission se faisait par ce qu'on appelle en arabe le fetara. Tout à fait. Et donc, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de coaching, il n'y avait pas d'on se dit tout. Pourtant... Je suis d'accord avec vous, mais ce sont deux époques différentes. Mais on ne peut pas s'arrêter au constat. Chacun a sa part de responsabilité. Oui. Sinon, on est dans le défaitisme. Non, et nous, on combat ça. Je ne suis pas comme ça. Voilà, juste exactement. une parenthèse. Alors, est-ce qu'on a... Voilà, on a répondu aux deux questions des parents. C'est ça. Oui. Faut-il préconiser révision le matin? Mon enfant refuse de prendre des cours. Merci beaucoup, Mariam Zaïm. C'était un sujet, justement, qui nous a ouvert à d'autres problématiques. Merci. On reste ensemble. Allez, on vous laisse réfléchir à tout ça, mais en même temps profiter de ces jeux de réalité virtuelle. On regarde Atman et l'équipe d'Onzito, avec Hind notamment, bien s'amuser pendant que nous, on les regarde faire. On regarde. Bonjour Yasmine et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite au paradis des petits et des grands. Nous avons décidé de tester pour vous une salle de jeu. Des jeux d'arcade, mais surtout des jeux par réalité virtuelle augmentée.
Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je suis sur place et je peux vous garantir que ça vaut le détour. Bonjour Mustapha, merci beaucoup de nous recevoir dans la salle de jeu. C'est vrai qu'on a tendance à dire que ce genre de jeu ou ce type de salle ont tendance à favoriser peut-être l'isolement au lieu de créer des relations sociales, mais ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout, surtout à Dreamworld. À la maison, on ne verra pas une grand-mère jouer avec son petit-fils à la PlayStation. Ici, au contraire, on essaie vraiment de mixer les choses. Des couples jouent ensemble, des grands-parents avec leurs petits-enfants. C'est vraiment un endroit chaleureux et on essaie de donner cette âme-là ici dans cet établissement. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est de choisir quelqu'un de ton équipe et de venir faire le test avec moi, ok? Allez, go! C'est parti. Bon alors Hind, est-ce que tu es prête? L'équipe On se dit tout contre l'équipe des arcades. Prête. Allez, on va m'équiper. J'ai gagné. J'en ai aucune idée. Attends, c'est moi. Comme vous avez pu le voir, on a pu jouer à des jeux par réalité virtuelle augmentée, en équipe, tout en s'amusant. Et en plus, on a gagné. Top là. Chers téléspectateurs, quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle activité. Et Yasmine, je serai à l'antenne. Alors moi, je dis bravo, 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 surtout à Hind, parce qu'elle s'est défoncée pour ce jeu. Et justement, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Hind qui gère tous les reportages dont se dit tout. C'est elle qui va sur le terrain avec l'équipe de l'émission. En tout cas, bravo. Vous avez aimé? Oui. Elle a bien bougé, hein? C'était tonique. C'était tonique, elle s'est déchaînée, défoncée. Bravo. Allez, on va parler d'un autre sujet. On continue à parler santé et société tout de suite. Et c'est avec vous, professeur Ismaili Nadia, vous êtes professeur de dermatologie à la faculté de médecine de Rabat et vous êtes vice-présidente du Conseil national de l'ordre des médecins. Le vagabondage médical, le fait de demander plusieurs avis, est-ce que ça ne retarde pas la prise en charge? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour le patient lui-même? Nos équipes ont préparé une introduction pour expliquer un peu plus simplement et en images ce qu'est le vagabondage médical. Et la différence avec le deuxième avis, on regarde et après vous nous en direz un peu plus. La maladie apporte avec elle son lot de doutes et nous pousse parfois à demander l'avis non pas d'un seul médecin, mais de 2, voire 3 et même plus, au risque de tomber dans ce que l'on appelle le vagabondage médical. Mais qu'en est-il exactement? Il s'agit d'une forme d'anxiété sur sa santé générée par la peur d'avoir une maladie grave. Il est généralement dû à une méfiance que ressent le patient envers le corps médical auquel il n'arrive pas à faire confiance. Le patient demande alors des avis multiples, mais n'est jamais convaincu par les retours des médecins. Il aura tendance à chercher l'information médicale dans différentes sources, quitte à s'éloigner des professionnels de la santé et perdre en fiabilité. Il ne faut pas le confondre avec le principe du deuxième avis, qui lui est fondé sur des interrogations rationnelles des patients et intervient lorsque l'on est face à une décision très importante, telle qu'une intervention chirurgicale ou un traitement intense. Il est donc tout à fait naturel de se poser la question sur sa maladie et de vouloir s'assurer de l'exactitude de son diagnostic. Et il reste très sain de ne pas se précipiter et de faire confiance à son médecin. Alors justement, professeur Ismaili, la différence entre demander un deuxième avis et le vagabondage médical,
Et est-ce que cette histoire, d'abord même de demander un deuxième avis, est normale? Oui. Alors, d'abord, je vous remercie pour le choix du sujet parce que c'est un vrai fléau dans notre société et j'imagine dans les sociétés voisines. On se ressemble un peu dans le Maghreb et dans les pays arabes. Alors, autant on pourrait comprendre la nécessité d'un deuxième avis devant une annonce de maladie très grave, à pronostic fâcheux, une maladie qui nécessite un acte technique très laborieux, très spécialisé, etc. On comprendrait la nécessité d'avoir un deuxième avis. Donc, mais quand on parle de vagabondage médical, c'est quelqu'un qui va aller voir plusieurs médecins et des fois sans aucun rationnel, sans raison. C'est juste qu'il y a on va voir peut-être les causes tout à l'heure, mais c'est juste une envie, non, je ne suis pas satisfaite, j'écoute le deuxième et le troisième et le quatrième et le cinquième. Et on va voir qu'il y a des facteurs qui aggravent ça, qui encouragent cette pratique-là. C'est une pratique qui est dangereuse, quand elle n'est pas vraiment fondée, comme le cas des maladies très graves ou la nécessité d'une chirurgie de pointe ou des choses comme ça. Elle est grave pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un retard diagnostique, et qu'on vient chez le premier médecin, il commence à faire son déblayage, etc. Peut-être qu'il va demander des examens. Au lieu de revenir chez le premier, on va chez un deuxième, qui va reprendre l'interrogatoire et l'examen, etc., qui va peut-être demander les mêmes ou d'autres examens, et puis on va chez le troisième. Et donc, il y a un retard de diagnostic qui se fait, et bien entendu, un retard dans la prise en charge. La deuxième chose qui est fâcheuse, c'est le praticien ou les praticiens sont complètement déroutés dans cette affaire. Et même leur compétence se verra diminuer parce qu'ils n'ont pas les éléments suffisants. Et souvent, on connaît notre population, ils n'ont ni le souvenir des examens demandés, ni le souvenir des médicaments prescrits, ni les documents, ils ne gardent même pas les documents. Et donc, le praticien qui voit la première fois un malade est toujours dérouté parce qu'il a déjà vu d'autres, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous allez chez un spécialiste, il diagnostique une maladie et préconise telle prise en charge. Le patient décide d'aller voir un autre avis pour confirmer ou refuter ce qui a été dit par le spécialiste. Le deuxième avis donne un autre diagnostic et donc préconise une autre prise en charge. Et le patient, parce que finalement il se dit, qui c'est qui a raison? C'est le premier ou le deuxième? J'ai besoin de trancher avec un troisième avis médical. Est-ce que ça aussi, ça fait partie du vagabondage médical? Et pourquoi on en est arrivé à ça? Est-ce qu'il y a un problème? Vous qui faites partie du bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins, vous en êtes la vice-présidente, est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème de confiance avec le corps médical? Clairement, oui. On se dit tout, n'est-ce pas? On se dit toujours tout. Donc, oui, bien sûr, il y a... Alors, ce cas de figure fait partie du vagabondage médical, donc c'est clair. Et on arrive aux causes. Mais d'ailleurs, pardon de vous interrompre, c'est devenu très fréquent, parce que même quand vous en parlez autour de vous, on vous dit oui, non, mais ça serait bien d'aller demander à quelqu'un d'autre. Comme si l'avis du médecin, le premier, n'était pas à 100% crédible. Là encore, je reviens, si c'est justifié par la gravité, le pronostic, la technique de pointe, à la limite, un deuxième avis, des fois même par honnêteté intellectuelle, les médecins travaillent en réseau, dans le cadre de l'éthique et de la déontologie, et on collabore entre nous. Des fois, même nous, on peut appeler un confrère pour avoir son avis parce qu'il est plus hyper spécialisé dans ce domaine ou dans un autre, et c'est tout à fait normal, et c'est ce qui doit se faire. Maintenant, quelles sont les causes qui poussent à ça? Vous avez parlé de confiance, à juste titre. Oui, il y a une crise de confiance dans chez nos praticiens, mais aussi dans notre système de santé globalement. Et donc, c'est une crise qui est nourrie par beaucoup d'éléments, par l'image que les médias renvoient. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'écrit. Heureusement qu'il y a des chaînes et des télévisions sérieuses, mais malheureusement, il y a de la presse qui annonce des choses sans vérification, qui attaque l'image, etc. Et tout ça retentit sur la confiance des gens. Il y a aussi l'institutionnel qui ne joue pas son rôle dans cette affaire-là. Il y a l'absence aussi de... Quand vous dites institutionnel, vous faites référence au ministère de la Santé? Oui, le ministère de la Santé... parce qu'ils ne sont pas avec nous pour réagir, mais donc on peut pas... Je parle comme quelqu'un qui travaille sur les politiques de la santé, donc je pense pourrais le dire tout simplement parce que on n'a pas... où est-ce que les institutions jouent un rôle? C'est parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle un parcours coordonné de soins qui existe dans beaucoup de pays. Le parcours coordonné de soins fait que si un patient a mal à la tête, il sait très bien à qui s'adresser en premier. C'est son généraliste, médecin de famille, qui lui, au besoin, le référera à
un médecin hospitalier ou un neurologue ou un cardiologue, etc., etc. On n'a pas la culture du médecin de famille. Ça s'appelle un parcours coordonné de soins. C'est une espèce de chaîne qui est claire, logique, connu de tous, connu du citoyen, et donc ça permet de ne pas serrer entre différents médecins. Et donc c'est là où le rôle de l'institution joue, et c'est une politique de la santé qu'il faut obligatoirement asseoir dans notre pays. Elle sera même très économique, puisqu'on va diminuer les frais, diminuer les transports, diminuer les... Ce que vous dites est très intéressant, bien sûr, très important. Maintenant, malheureusement, par manque de temps, on ne peut pas vagabonder non plus. Tout à fait, il y a un troisième point qui est très important. Donc il y a le parcours de soins, il y a la crise de confiance, il y a le manque de communication entre les confrères eux-mêmes. Ça manque un petit peu. On a du mal à collaborer. Il y a, même si chacun a ses réseaux, on travaille avec ceux avec qui on a confiance, et il n'y a pas de mal à prendre son téléphone et à contacter le médecin qui a déjà été consulté pour avoir un avis, discuter, etc., échanger. Ça ne se fait pas beaucoup, sauf dans certains cas. Le troisième point crucial, et il ne faut pas que je arrête de parler sans le dire, c'est le problème de la communication et de l'information aux patients. Aujourd'hui, l'information aux patients, comme c'est un droit à l'information qui est un droit constitutionnel, des fois, alors il y a deux problèmes. Il y a les médecins qui sont très compétents, mais qui, dès qu'ils traduisent, ils tronquent le message scientifique. Traduisent du français à l'arabe, voilà, parce que la formation est souvent on est francophone de base, donc il y a certains d'entre nous qui manient l'arabe, qui peuvent vulgariser sans tronquer le message scientifique. Il y a ceux qui, en traduisant, vont tronquer le message scientifique, et c'est là qui va être déroutant pour les patients, parce que et chez quelqu'un d'autre, on va lui dire autre chose. Et il va avoir l'impression de deux choses différentes. Des fois, c'est la même chose, dit différemment. Encore faut-il que le médecin prenne le temps d'expliquer. Exact, j'y arrive. Je me permets de le dire parce que vous êtes médecin. Je vais le dire, parce que dans cette information, je ne dis pas que nous, médecins, nous ne sommes pas du tout responsables. Chacun doit assumer sa part de responsabilité, mais notre système aussi, surtout en santé publique et en universitaire, fait que la masse de patients vus par jour ne permet pas de prendre le temps suffisant. Moi, je peux gérer ma consultation. Je dis que dans un après-midi, je ne peux pas voir plus que 10, 12. Ça me laisse suffisamment le temps de discuter, d'éduquer le patient, de parler du médicament, d'échanger, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de décider à la place du patient. Même la décision thérapeutique doit se faire en concertation avec le patient. Mais si, par exemple, dans un centre santé, le médecin est obligé, et j'ai des collègues qui s'en plaignent tout le temps, obligé de voir 80 à 100 malades jour, obligé, sinon c'est l'émeute devant la porte, c'est les insultes, là encore, ça joue, c'est l'image qu'il faut travailler. Mais là, vous parlez du secteur public. Le secteur privé n'est pas libéral, n'est pas en reste. Il y a des cabinets qui tournent avec plusieurs dizaines de malades par jour. Donc c'est là où il faut vraiment gérer le temps, prendre peut-être moins de patients pour passer plus de temps. Aujourd'hui, on a la preuve par toutes les études d'observance que le temps passé auprès du malade est un garant de l'observance et donc de l'efficacité thérapeutique. Rapidement, vous dites qu'il y a en fait 3 acteurs Plusieurs, mais c'est les principaux. Oui, mais les 3 acteurs, c'est l'institutionnel. Ils ne sont pas avec nous, donc on ne peut pas parler d'eux. Il y a les médecins, vous êtes là, avec Dr Majloun, et il y a les citoyens, nous sommes là. Voilà. Quelle est la part de responsabilité du citoyen? Qu'est-ce que nous pouvons améliorer dans notre façon de faire? Et ensuite, vous nous direz ce que vous, les médecins, vous pouvez faire. Absolument. Tout d'abord, il faut croire en le médecin marocain. La médecine marocaine, jusqu'à ce jour, est réputée, elle est reconnue. On est nombreux à être partis ailleurs ou à exercer ailleurs avec vraiment... le médecin marocain est prisé à travers le monde. Il n'y a pas de raison que le citoyen marocain n'ait pas confiance en son médecin, d'abord. Deuxième chose, il faut un minimum d'éducation sanitaire sanitaire de la part des médecins. On ne communique pas suffisamment dans les médias, etc. Le rôle des médias est important pour élever le niveau de connaissance des patients, pour passer ce genre de message. Et je vous en remercie. Dire que ce wagon n'est absolument pas en leur faveur. Au contraire, il est en leur défaveur. Et donc, voilà, donc le citoyen doit aussi s'informer. Mais le citoyen doit aussi être ouvert à ce type d'émission et faire confiance à son médecin. Voilà. Donc, votre responsabilité à vous, les médecins. Oui, docteur Majloun. Moi, j'aimerais bien dire quand même. En 30 secondes. 30 secondes. Il faut que le médecin tombe de son trône. Absolument. Il s'assoit au niveau égal avec le patient. Exact. Oui. Je suis un prestataire au service du client qui est le patient. Dans le vagabondage, il faut citer une chose. J'ai le droit, moi, vous me proposez une ouverture chirurgicale béante. L'autre, il va la faire en célio.
L'autre, il va la faire en microscopie. Absolument. Je vais choisir celui qui va m'arrêter 2 jours, 1 jour, plutôt que de m'arrêter 1 mois. Deuxièmement, je vous remercie pour ce genre d'émission. Le Marocain est intelligent, futé. Absolument. Je remercie la faculté de médecine de Casablanca qui m'a enseigné. Et les profs qui m'ont enseigné. Je n'ai jamais eu de complexe quand je suis parti faire ma spécialité. J'y suis resté 28 ans. Grâce à mon enseignement. Ma médecine générale, je l'ai faite au Maroc. Je les ai remerciés. Mais par contre, la fonction publique, normalement, nous a appris la modestie. Être humble. De chausser ses chaussures et ne pas se prendre pour je ne sais qui. On n'est pas Dieu. On est des humains. Et il faut que nous, médecins, soyons modestes, aimons nos patients. Il faut les voir à travers nos parents, nos tantes, etc. Absolument. Et ce qui est marrant, lorsqu'on entend un parent aller « Oh, le médecin, médecin !» Mais nous, médecins, que faisons-nous? Je crois qu'on doit travailler aussi vers la sensibilisation du citoyen. Tout à fait. Par exemple, j'ai une maladie PMD, j'ai un livre, je donne aux patients. Schizophrénie, je donne un livre. Justement, moi, je vous remercie d'être là. Et je le rappelle souvent, vous prenez de votre temps et vous venez. C'est du bénévolat, en fait, que vous faites pour le grand public. Rapidement, c'est notre devoir. Et si nous, on ne fait pas de l'information, de l'éducation, la nature n'aime pas le vide. D'autres qui ne sont pas qualifiés vont le faire dans le mauvais sens. C'est très important. Je le fais égoïstement. Et s'il vous plaît, je vais juste annoncer quelque chose, que l'information est aujourd'hui très importante et que c'est un droit du patient qu'on lui dise voilà toutes les options, même si nous ne sommes pas compétents en la matière. Voilà toutes les options et on lui laisse le choix. C'est important et c'est le droit du patient. Et il faut aussi se méfier de tout ce qui circule sur Internet comme information. Et le rôle des médias aussi et des médecins. Des médias écologiques. Écologiques. Et c'est de dire aussi attention, tous les forums ne sont pas scientifiques, tous les messages ne sont pas vrais. Il y a des personnes qui font exprès de dévier les messages pour des raisons X ou Y. Donc il faut vraiment se méfier. Merci infiniment. Merci à tous d'avoir été là. On a bouffé pas mal de temps, donc on zappe les questions des téléspectateurs qui étaient nombreux, mais j'espère que vous avez eu vos éléments de réponse à travers cette discussion. Merci beaucoup, Dr Majloun, merci Lala Mariam Zaïm, merci beaucoup d'avoir été là et merci professeur Ismaili. Nadia, c'est un plaisir de vous avoir toutes et tous avec moi sur le plateau d'On dit tout, l'équipe bien sûr et vous, nos chers téléspectateurs. À très très vite, au revoir.